Bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, un nouveau numéro de musique classique où je vais vous parler d'un coup de foudre. Nous sommes il y a 3 ans. Figurez-vous que l'Orchestre de Paris, un des meilleurs orchestres du monde, est à la recherche d'un nouveau chef. Sauf que trouver un chef pour un tel orchestre, c'est passer en revue tous les plus grands chefs. Alors ils se disent, on va bien voir, durant quelques années qui viennent, voir les meilleurs chefs d'orchestre de la planète et on finira par trouver le bon. Et un jour, en juin, il y a 3 ans, un jeune homme, très jeune, venu de Finlande et monté sur le pupitre, peu le connaissait. Et là, je cite une des musiciennes, dès qu'il est arrivé, il a ouvert la partition, il a levé les bras et nous avons tous su ensemble que c'était lui. Si ça, ce n'est pas une histoire d'amour entre un chef d'orchestre et un orchestre. Bonsoir Klaus Makela, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première télévision en France. Oh, thank you very much. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est un plaisir d'être à vos côtés. Comment vous expliquez ce coup de foudre qu'il y a eu entre l'Orchestre de Paris et vous? C'est presque chimique quand on parle de musique. Je me rappelle, c'était à peu près 3 ans. Et c'était bon dès le début. C'était la 5e symphonie. Il y avait quelque chose de sensible, de sensuel presque. On cherchait une sonorité différente et je suis tombé amoureux. Il y a peu de postes aussi importants avec des chefs aussi jeunes. Mais il ne faut pas parler de ça, car quand j'en ai parlé avec les musiciens de l'orchestre, ils m'ont dit cette évidence qu'on a parfois le mauvais goût d'oublier. Quand on fait de la musique avec quelqu'un, son âge n'a aucune importance. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça qui est chouette avec la musique. Il n'y a pas d'autres paramètres que la façon dont on entre en relation avec les gens. Et peu importe l'âge, peu importe quoi que ce soit, c'est la façon dont on s'y prend. Et vraiment, c'est la chimie qui est importante. Il y a une histoire de confiance réciproque. Et donc je ne dirais pas que vous avez 27 27 ans. Par contre, je peux dire que vous êtes finnois, que votre famille, c'est une famille de musiciens, papa et maman. Et pour comprendre le pouvoir formidable que vous avez sur l'orchestre, c'est pas difficile. Il suffit de regarder un extrait et surtout regarder le chef, son regard et la réaction extrêmement tendue et déjà aimante des musiciens de l'orchestre. C'est la symphonie numéro 2 de Mahler, Résurrection. C'était dans la merveilleuse salle de la Philharmonie. Regardez bien cette relation qui s'établit entre ce grand chef et ce grand orchestre. Alors, c'est un moment de tension extrême. Là, on sent les contrebassistes qui regardent, on sent les vents qui sont à l'écoute. Par quoi on dirige un orchestre? Par les yeux, les bras, les mains? Qu'est-ce qui est le plus important? Je pense que c'est la présence. Les mains, bien sûr, il faut diriger avec les gestes, mais c'est la façon dont vous êtes là, debout, votre présence. Et ça, c'est plus éloquent que de pointer avec les mains, de compter 1, 2, 3, 4. Et les meilleurs musiciens du monde, ils n'ont pas besoin qu'on leur batte la mesure, comme à l'Orchestre de Paris. Bien sûr, il y a un métronome, bien sûr, mais il s'agit de donner une ambiance, une sonorité. J'ai lu que vous donnez le sentiment de liberté aux musiciens. Or, c'est une liberté dans ce que vous souhaitez de l'orchestre. C'est une liberté contrôlée.
En fait, il faut trouver un équilibre et c'est ça qui est le plus difficile, et ça qui est le plus agréable, le plus excitant. La musique, c'est toujours un dialogue. Et c'est vraiment ce qui est le plus gratifiant pour les deux côtés, pour eux et moi. Je leur donne quelque chose et eux, ils me rendent cette impulsion. C'est une sorte de ping-pong musique. Autoritaire? Il faut respecter et faire confiance. Et quand on coopère ensemble chaque semaine, il faut être exigeant, mais en même temps conserver ce respect, cette confiance. C'est très important. Si on arrête, ça ne fonctionne plus. Alors, vous venez de sortir un disque, le premier disque avec l'Orchestre de Paris, c'est Stravinsky. Bien avant, vous aviez enregistré Sibelius, parce que c'est le compositeur national, mais au lieu d'enregistrer une symphonie de Sibelius, vous aviez fait l'intégrale des symphonies. Un disque, quand on commence à diriger un orchestre, c'est une manière de se présenter. Oui, j'adore enregistrer. J'adore enregistrer, c'est vraiment quelque chose de spécial, de différent. Donc on a aujourd'hui des enregistrements l'époque passée, c'est toujours agréable. Aujourd'hui, c'est pas forcément différent et il faut y croire. Par exemple, avec l'Orchestre de Paris, on a fait le Sacre du Printemps. On a quelque chose de spécial à dire et on veut documenter la façon dont on le joue. Et c'est vraiment stimulant de jouer avec cette Philharmonie de Paris. Tout le monde est exceptionnel et cet enregistrement est génial. On a toute une gamme de transparence. Alors là, on voit à l'écran le disque Stravinsky, le Sacre du Printemps, donc créé en 1913 à Paris, donc c'est très lié à la ville de Paris. Une question, c'est comment réussit-on à recréer une telle œuvre que tout le monde, ou presque, connaît? La musique, c'est différent chaque soir, c'est différent chaque jour. Et c'est dû à des petits détails qui parfois peuvent sembler un peu snob. Enfin, on fait des expériences, on tente des choses, on joue telle ou telle mesure très légèrement différemment. Quel est le bon geste? La musique, c'est beaucoup de gestes, d'une manière ou d'une autre. C'est de la couleur, c'est des gestes. Le Sacre du Printemps est absolument passionnant. La façon dont la partie orchestre est stimulante, on a ces couleurs qui sont brutes et on a cette combinaison de primivité animale. On a ces couleurs, ces mesures colorées qui jaillissent. Mais chaque jour est différent quand on joue de la musique. Quand on joue une pièce comme ça, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre, et on peut trouver chaque jour une nouvelle manière de la jouer. L'Orchestre de Paris a évidemment une tradition de défense de la musique française dans laquelle vous excellez. Comment ne pas entendre à quel point vous êtes déjà un spécialiste de la musique française, Debussy, Ravel, etc. J'en prends pour exemple cette tournée au Japon, triomphale, car chaque fois qu'il se déplace et joue et dirige, c'est évidemment une standing ovation. Je vous propose d'écouter quelques notes où on entend Debussy, la mer, et Maurice Ravel, un certain boléro. J'ai appris que vous aimiez beaucoup écouter les enregistrements anciens des grands maîtres. Parce que quand on dirige le boléro ou le Sacre du Printemps, il y a toute une littérature de grands maîtres. Vous vous inspirez, vous vous en détachez? Quelle relation vous avez avec ces enregistrements historiques?
J'aime entendre ces anciens enregistrements, parce que le monde dans lequel ils ont été enregistrés est très différent. Les orchestres sonnent différemment. Aujourd'hui, on a une sorte de similarité, les instruments se ressemblent davantage et tout est plus uniformisé d'une manière ou d'une autre. À l'époque, chaque orchestre était complètement différent dans les différentes villes, avec des manières différentes de jouer. Et il y a toutes ces évolutions. Mais c'est intéressant d'écouter les différentes sonorités, les différentes teintes des bois, des cuivres au fur et à mesure de l'histoire. Et moi, je me sens un peu comme un tourisme musical. Quand j'entends quelque chose d'intéressant, j'essaie de m'en rappeler, j'essaie de le prendre et de le garder. Et j'essaye ensuite de le reprendre. Vous êtes comme dans la famille royale d'Angleterre, il y a des descendants. Il y a eu Karajan qui a dirigé l'Orchestre de Paris, et il y a eu un des fondateurs, Charles Munch. Je crois savoir que vous êtes un fan de Charles Munch. Pourquoi ? C'était l'un des plus grands chefs d'orchestre. C'est l'un des premiers enregistrements avec l'Orchestre de Paris. C'était un homme absolument exceptionnel. Je pense à ce qu'il a fait avec la symphonie de Berlioz. C'était vraiment le maître. Si on écoutait Charles Munch, c'est un conseil merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez quand il demande aux musiciens de l'orchestre de ne pas s'asseoir comme ça, mais de s'asseoir droit, que ça change quelque chose pour la musique? Est-ce que c'est vrai? Oui, je crois absolument. Tout joue un rôle pour maximiser l'impact de ce qu'on est en train de jouer. Et quand on joue, on a envie de se sentir libre. Il faut pouvoir bouger librement, mais en même temps être complètement concentré. Et faire de mouvements trop amples, c'est pas forcément une bonne chose, mais il faut être libre. Munch, c'est quelqu'un de très discipliné, et c'est lui qui a lancé cette affaire. Il a dû laisser une marque que vous arrivez encore peut-être à entendre. Oui, absolument. C'est ça qui me plaît. On remplace les musiciens dans un orchestre, mais dans l'Orchestre de Paris, on entend quand même les premiers. Dans cette émission, il y a des questions surprises, des questions de gens qui travaillent avec vous, qui vous connaissent bien. La première est de André Cazalet, premier corps solo historique de l'Orchestre de Paris, qui va bientôt partir à la retraite après avoir fait une carrière extraordinaire. André Cazalet qui a quelque chose à vous demander personnellement. Incontestablement, cher Klaus, musiciens et public accueillent vos interprétations avec un enthousiasme délirant. Permettez-moi juste une question. Y a-t-il un ou plusieurs compositeurs ou certaines de leurs œuvres que vous renoncez pour l'instant à diriger? Merci pour cette belle question de cet artiste magnifique. Je ne veux diriger que des pièces que j'aime. Le répertoire est immense. Il y a peut-être quelques endroits que j'ai envie d'éviter, mais il y a aussi des projets pour comprendre davantage les pièces que j'aime peut-être un peu moins. Il y a Prokofiev. Sergueï Prokofiev, c'est un de ses compositeurs, un compositeur très important. J'ai toujours été un grand fan de Shostakovich. Vous avez enregistré Shostakovich et vous l'avez donné avec l'Orchestre de Paris. Absolument. Prokofiev, c'était un peu différent. Et c'est toujours sincère, honnête, même si il y a une couche superficielle. Mais Prokofiev, il y a une sorte de beauté ironique que j'ai envie de comprendre mieux. Je suis en train de m'y mettre et puis j'aime ça. Une des fonctions aussi que vous aimez en tant que directeur musical de l'Orchestre de Paris ou de quelque orchestre que ce soit, c'est d'élaborer des programmes. D'élaborer, c'est une de vos passions, choisir. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette passion? C'est vraiment intéressant d'avoir ces programmes. On a des musées avec les plus beaux tableaux du monde. Et puis, ce serait chouette d'associer ça et ça. Et qu'est-ce qui se passe si on associe telle œuvre et telle œuvre? Mais c'est toujours un dialogue, d'une didactique. Et il y a toute une équipe exceptionnelle qui travaille. Christian Thompson, directeur artistique, les musiciens. Et chacun amène ses idées, son approche. Et moi, ce qui me plaît, c'est de faire des associations pour le bien de l'orchestre. Je ne suis pas là que pour diriger des pièces que j'aime, mais également des pièces importantes pour l'orchestre et pour le public. C'est un défi et c'est toujours Vous allez bientôt cette enregistrer association. Petrouchka?
si j'ai bien compris. Vous allez également jouer dans le Festival d'Aix. Je conseille un spectacle magnifique où vous allez enchaîner les 3 ballets avec des projections vidéo. Ça va être vraiment quelque chose qu'il faut absolument aller voir à Vitrolles, très exactement. Et je voudrais vous poser une question sur la vie de chef d'orchestre international. On a vu avec Gustavo Dudamel que c'est vraiment difficile d'avoir une vie quand on court sans arrêt d'un orchestre à l'autre. Est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? Est-ce que vous comprenez Gustavo Dudamel quand il a dit « Je ne peux plus Paris » ? Tout le monde s'organise un petit peu différemment. Il s'agit un peu de trouver une routine si vous voulez, et de se sentir chez soi. Quand on voyage, eh bien, c'est souvent plus le cas que lorsqu'on est à la maison, donc c'est peut-être un peu difficile, mais j'aime bien être chez moi, et ça, je le retrouve avec les gens que j'aime. Les gens que j'aime, que j'admire, avec qui j'ai envie de travailler. Et quand j'arrive à la Philharmonie, eh ben c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens que j'apprécie énormément, et même si je suis fatigué, même si j'ai un long vol derrière moi, je retrouve cette énergie, et c'est vraiment ça qui finalement me fait sentir chez moi et qui rend mes journées enrichissantes. Il y a une question qui va parfaitement dans le sens de ce que vous êtes en train de nous raconter, qui est posée par le deuxième corps solo, hautbois solo de l'Orchestre de Paris, c'est Rebecca Neumann. On l'écoute. Hello. So I was wondering, what do you do when you're not making music? I mean, neither conducting, nor cello, nor chamber music, I don't know. What are your hobbies? She's a wonderful player as well. Yeah. Absolutely. Une excellente musicienne. So what are my hobbies? Mes hobbies. Quand vous ne jouez pas de musique. Well, I love taking photographs, and it's a completely amateur passion of mine. And I do it for myself, but that's something I really love to do. J'aime beaucoup réfléchir aux compositions des photos pour me faire des souvenirs. Et c'est un peu comme un petit journal personnel. Je voyage, je rencontre de nouvelles personnes, je rencontre des amis, et je prends un souvenir là et là. Dernière question très rapide. Vous restez à Paris pour longtemps? Yes, I hope so. Oui, je l'espère. J'ai voulu dédier cette émission, et vous avez été entièrement d'accord, à une immense compositrice finlandaise qui vient de mourir, c'est Kaija Saariaho. Vous aviez joué son œuvre. Pouvez-vous me dire pourquoi, brièvement, cette compositrice merveilleuse, cette merveilleuse personne a cruellement quitté notre monde, et l'importance qu'elle avait? He was absolutely one of the finest composers, not only from Finland, but from the whole world, really. C'était une des meilleures compositrices, pas seulement de Finlande, mais du monde. Son écriture si colorée, si chatoyante, les différentes notes, pas seulement sur l'image d'ensemble, mais jusque dans la plus petite nuance. Il y avait 50 couleurs, jusque dans le plus fin des pianos, alors que quelqu'un comme Mahler, il a que 4 sonorités, 4 couleurs différentes. Et elle a vraiment produit des grands chefs-d'œuvre. Cette émission lui est dédiée, et peut-être aussi le morceau qui suit, qui est offert par le flûtiste solo de l'Orchestre de Paris, Vincent Lucas. C'est Syrinx de Debussy. C'est une manière de magnifier la musique, magnifier la légèreté des âmes, le temps qui passe et la beauté. Je sais que c'est vous qui avez choisi ce morceau que nous interprète Vincent Lucas. Je vous remercie infiniment, et j'essaierai de trouver des places pour vos concerts, car à chaque fois, c'est archi plein. Bonsoir, merci Klaus Makela. Merci, it was a pleasure.